Voilà, et on va tout de suite démarrer donc avec la première séquence. Elle a pour thème les RH au cœur de la conception et de l'organisation des nouvelles modalités de travail. Et me rejoignent sur scène deux administrateurs de Numéum, Marc Palazon, Jean-Christophe Morisseau. Que l'on peut accueillir, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous. Bonsoir. Juste à côté de moi, donc Marc Palazon, vous êtes président de Smile. Oui. Bonsoir Marc, bonsoir. Et merci d'être avec nous. Et Jean-Christophe Morisseau, vous êtes vous directeur général de Red Hat France. En effet. Merci. Voilà, et vous êtes donc tous les deux administrateurs de Numéum. On va commencer avec vous, Jean-Christophe, à voir quels sont les faits marquants, les faits saillants qui ressortent de cette étude sur les nouvelles modalités de travail. C'était Marc. Et c'est Marc qui démarre. Donc effectivement, il y a une étude qui est sortie suite à ce bouleversement qu'a connu le monde et notamment les sociétés qui sont adhérentes à Numéum pour savoir un petit peu les modifications qu'on a pu constater. Alors sans surprise, le télétravail et les modalités de travail sont un point majeur. Et moi, j'ai retenu finalement deux items importants de cette étude avec plein de mots qui reviennent, hybride, flexibilité. Et donc ça, c'est un point extrêmement important, c'est-à-dire qu'on a besoin de flexibilité et de mode qu'on va panacher. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, j'ai noté le fait que finalement, l'accord finalement entre l'employeur et l'employé est dépassé aujourd'hui puisqu'il y a le client également qui est présent. Et donc, on a finalement un besoin de flexibilité d'accord tripartite entre le collaborateur, l'employeur, mais également le client. Et derrière ça, eh ben, il y a du réglementaire. Et le réglementaire, en fait, vous savez qu'on est régi par une convention collective du Syntec, qui doit s'adapter, évoluer pour pouvoir s'approprier ces nouveaux besoins. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler dans les prochains mois. D'accord, et ça on reviendra sur les chantiers évidemment que vous menez, mais ce qu'on retient, donc, c'est mix d'organisation entre la flexibilité et l'hybridité, et puis surtout un triptyque qui va employeur, employé et client. Tout à fait. Alors, Nathalie, Echo, est-ce que ça résonne chez vos invités, ce sujet-là d'organisation? On va voir ça, peut-être déjà un commentaire sur ce qui a été dit, ou je me tourne vers vous, Mathieu Birac, parce que vous êtes, on l'a dit, DRH de Doctolib, alors clairement au cœur de cette crise, j'allais dire à double titre, et puis parce que je crois qu'il y a un mot-clé chez vous, chez Doctolib, c'est le collaboratif. Comment vous l'avez traversé, comment vous l'avez vécu cette crise sanitaire du point de vue de l'organisation? Ouais, alors merci pour la question. Effectivement, pour remettre un peu le contexte, donc en mars de l'année dernière, on a à peu près 1000 collaborateurs. Et effectivement, au moment où la crise commence, on a un double mouvement. À la fois, il faut envoyer tout le monde à la maison puisque les bureaux, on a décidé de fermer les bureaux à ce moment-là. Et en même temps, on s'est retrouvé au cœur de l'effort contre le Covid. Et donc très concrètement, à ce moment-là, on a généralisé la téléconsultation. Un peu plus tard, on a travaillé avec le gouvernement pour mettre en place les centres de vaccination. Et donc en fait, ce qui a été clé pour nous, c'est de faire en sorte que les équipes puissent rester extrêmement mobilisées. Il y a concrètement des gens qui devaient travailler jour et nuit sur ces sujets-là. Et en même temps, garder cette cohésion d'équipe et ces modes de travail agiles qui nous tenaient à cœur avant. Et donc beaucoup de réflexions sur ce sujet depuis maintenant 18 mois. En face de cette charge XXL, avec du coup du recrutement qui s'est fait, j'allais dire, en relation évidemment immédiate avec les événements. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait, on a dû changer entièrement nos processus de recrutement. À l'époque, on embauchait à peu près 100 collaborateurs par mois. Donc on a dû transformer intégralement notre façon de recruter et aussi notre façon d'accueillir les collaborateurs. Donc sur la période, donc sur les 12-18 derniers mois, on a accueilli à peu près 1200 collaborateurs. Et donc on a dû repenser tous nos process d'onboarding, de welcoming des collaborateurs pour s'adapter à ça. Donc ça a été un très grand changement pour nous. On a appris beaucoup de choses dans le chemin, mais c'est vrai que ça nous a pas mal remis en question sur notre capacité à créer le même type d'expérience pour les collaborateurs à distance. Et je crois que vous avez une sorte d'analogie, en tout cas une comparaison entre ce que vous avez vécu avec la crise sanitaire et un autre domaine. En tout cas, entre la transformation dans la société et un autre domaine. Si vous avez la réponse, dites-la moi. La transformation de la direction financière après la crise de 2008. Pardon, oui, effectivement. Parce que je trouve qu'il y a un parallèle intéressant à dresser. Moi, je viens du monde de la finance à la base. Et donc, ce qu'on a connu dans la finance au début des années 2000 avec la crise financière et une profonde transformation de la façon dont on fait de la finance, le constat qu'on dresse, c'est que finalement, le métier des RH se transforme à marche forcée, de la même façon que la finance a dû se transformer à marche forcée au début des années 2000. Et donc, c'est vrai qu'il y a tout un ensemble de préoccupations, tout un ensemble de méthodes et d'outils qu'on doit mettre en place très rapidement
répondre aux besoins des collaborateurs et de l'entreprise et de la relation qu'on doit créer avec les dirigeants, comme c'était dit juste avant. Sans préalable, effectivement. On va regarder ce qui se passe à l'étranger également. Stéphane, si je ne me fais pas erreur, on doit être en duplex. Avec Patricio. Faustini, s'il m'entend, attention, Tintin, qui est le DRH d'IBM France et qui est avec moi. Tout à fait, je vous entends. Alors, on me dit que oui, Patricio nous entend. Patricio nous entend. Bonsoir à vous, Patricio, bienvenue. Alors, comment vous avez traversé cette crise sanitaire du point de vue également organisationnel et quels sont les enjeux, j'allais dire, demain, futur? Je crois que nous sommes passés par plusieurs phases. Au début de la crise, IBM a mis la priorité sur la sécurité de ses employés, le maintien du lien professionnel et social, comme beaucoup d'autres sociétés, avec l'animation presque quotidienne des équipes par les ménagements, et aussi sur la continuité opérationnelle pour nos clients, qui est essentielle. Dans un deuxième temps, la phase réactive a laissé la place à une meilleure organisation du travail. La signature, bien évidemment, d'un accord d'entreprise sur le télétravail a défini un cadre plus précis pour développer ensuite de nouvelles règles d'interaction et d'organisation. Une troisième phase a été caractérisée par la volonté d'instaurer un dialogue continu, direct et bienveillant avec tous les employés. Ces échanges ont permis de faire remonter, sans filtre, à l'instantané, rapidement, les nouveaux besoins des employés. Et ces besoins ont été intégrés par ailleurs dans les processus décisionnels. Un autre point essentiel, la définition et la communication d'une nouvelle stratégie pour IBM France a permis de donner un sens aux actions collectives et individuelles. Maintenant, pour les futurs et aujourd'hui, les deux phases auxquelles nous faisons face sont, je crois, celle de la définition de la nouvelle organisation du travail et celle de la transition pour nous y amener. Nous sommes tous d'accord, c'était aussi l'objet de l'introduction, certaines évolutions vont s'inscrire dans la durée et la nouvelle organisation du travail sera hybride. Mais cela soulève tout de même de nombreuses questions. Tout d'abord, quel est le modèle hybride le plus adapté? Est-ce qu'ils répondent avec efficacité à l'équilibre entre les besoins des employeurs, des salariés et des clients? On peut imaginer une multitude de modèles hybrides et en fonction des secteurs d'activité, de la taille de chaque société, des professions et des différents besoins des salariés, parfois changeants ou divergents. Cela doit répondre aussi, je pense, à un critère de performance. Comment la nouvelle organisation du travail permet-elle l'équilibre entre la performance individuelle, celle de l'équipe et celle de l'organisation tout entière? Je pense que ces questions vont nous occuper, sont dans la pensée de tout le monde et surtout pour nous, les DRH, dans les prochains mois et certainement dans les prochaines années. Selon moi, une des clés des réponses se trouve dans les dialogues, dans le maintien d'une certaine souplesse, on en a parlé un peu, et bien sûr dans le pragmatisme. Et pour conclure, je dirais que nous devons continuer à nous adapter à une situation qui évolue, et ce, sans connaître a priori les points d'atterrissage final de cette aventure qui est une aventure collective. Voilà. Merci beaucoup, Patricio. On va vous poser une question ici qui nous a été transmise. Alors, c'est la voix qui va nous parler, c'est Claire qui est en régie, qui pose la question. Allez-y. Bonsoir Claire. Bonsoir tout le monde, je suis la voix ce soir. Quels ont été les impacts de cette nouvelle organisation sur les managers? Alors, une question peut-être à laquelle on va répondre, on va essayer de répondre un petit peu dans la... Voilà, Jérôme?
Qui veut parler? Qui veut répondre? Qui veut y aller? Parce que ce qui est peut-être intéressant, c'est qu'on a des invités qui représentent des tailles d'entreprises assez différentes. Et c'est vrai que c'est peut-être intéressant de voir Jonathan, par exemple, qui représente une PME. Alors, comment on gère ça? Jonathan Amar. Alors, très bien. Je vais peut-être juste prendre la parole rapidement pour répondre à la question. Moi, déjà, il y a deux choses qui m'ont frappé dans cette crise-là. C'est que, d'une part, à notre niveau, même si ça peut paraître logique dans le monde du numérique, mais je trouve qu'on s'est mis en full télétravail extrêmement rapidement. On s'est hyper adapté. Et ça, c'était quand même assez impressionnant. Et puis, en tant que chef d'entreprise, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'on a complètement dématérialisé le travail, quoi. Donc, et ça s'est vu à tous les niveaux, et notamment au niveau du management. Et quand on parlait manager, en tout cas dans notre société, on a un mid management assez important. Et dans les premiers jours et les premières semaines, j'ai remarqué un mid-management assez perdu, qui a perdu ses repères et qui avait vraiment besoin d'être coaché et d'être accompagné. Et c'est là qu'on a, nous en tout cas de manière très concrète, pris les choses en main et qu'on a rapatrié en fait tous les managers in situ. Et donc on a mis en place, en fait on a pris une décision simple, que tous les managers étaient sur les sites. Et puis les collaborateurs étaient effectivement en télétravail. Ça s'est extrêmement bien passé. Et puis ensuite, tout le monde est reparti effectivement en full télétravail. Donc ça s'est fait par étapes, mais on l'a vécu comme ça. Ça n'a pas été facile, franchement. Mais globalement, avec un peu de recul, on oublie vite. Mathieu Birac, je crois que vous vouliez réagir. Pour compléter, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Nous, chez Doctolib, on a à peu près 400 managers. Sur les 400 managers, il y en a les 2 tiers qui n'ont jamais managé avant et donc qui n'avaient jamais managé au moment de la crise et donc ils se sont retrouvés avec un double enjeu, c'est d'être un manager performant et bienveillant et en même temps de le faire dans une situation complexe et inédite du distanciel forcé. Et donc du coup, ce qu'on a essayé de faire, c'est un peu comme ce qui était dit juste avant, c'est de les accompagner dans ce challenge-là. Donc concrètement, on a mis en place des sessions d'écoute, des sessions de formation pour les managers avec un dispositif qui était intéressant, c'est la possibilité pour les managers d'être conseillés sur la gestion des situations difficiles. Donc très concrètement, on a beaucoup de gens qui sont jeunes chez Doctolib, qui vivaient dans des tout petits appartements, et donc se retrouver confinés sur 2-3 mois avec tous les challenges qu'on a dans sa vie professionnelle, c'est une situation qui est difficile, et les managers clairement n'étaient pas armés pour ça. Et donc on leur a mis à disposition une plateforme d'écoute avec des coachs, des psychologues, pour qu'ils puissent, si besoin, avoir à disposition ces conseils-là pour pouvoir traiter des situations qui finalement mêlaient beaucoup plus qu'avant le personnel et le professionnel. Et donc ça, c'est un des dispositifs qu'on a mis en place pour éviter que les managers se trouvent dépourvus et qui finalement soient un peu incapables de remplir leur rôle. Alors Delphine et Samuel, je vous donnerai la parole dans un instant. Je vous redonne la main. Stéphane, pour préciser on peut peut-être aussi des interroger chiffres. Delphine, peut-être. Je pense qu'elle avait peut-être envie de réagir sur quand on a préparé cette séquence. Vous nous disiez, c'est vrai que dans une start-up, on gère peut-être pas forcément les choses de la même manière. Oui, alors. Allez-y. Donc effectivement, moi déjà j'ai pris mon poste 2 semaines avant le confinement, donc je dois dire que j'ai appris plus vite que prévu. Pas forcément de formation justement par rapport à ces situations-là qu'on ne connaissait pas encore. Moi, ce que j'ai ressenti surtout, donc je vais parler plutôt par rapport à ça, c'est vraiment la volonté de tenir la barre, de garder le navire à la surface, et puis la volonté vraiment d'être connecté malgré tout. Donc pour ça, effectivement, on a mis en place très rapidement des réunions quotidiennes avec la production notamment. On a connu aussi beaucoup de stop and go du coup pendant ces quasiment 2 ans. Donc c'est vrai qu'on a eu des retours en présentiel, mais avec des vécus complètement différents individuellement. Donc c'était aussi difficile à gérer. Donc le dialogue a été très important. Et puis aujourd'hui, on commence seulement à organiser vraiment les choses pour que certains aient la volonté d'appliquer du télétravail, d'autres pas du tout parce qu'ils ont mal vécu la crise et sont très heureux d'être au travail quotidiennement au bureau. Mais en tout cas, voilà, encore aujourd'hui, maintenant, ce que je ressens aujourd'hui, donc après cette période très formatrice, c'est que, et on est toujours là et tant mieux puisqu'on a recruté en plus, c'est de pouvoir dire que moi ce que je veux aujourd'hui dans cette entreprise, dans cette agence, c'est qu'il y ait toujours des instants collectifs et que bien sûr il faut respecter la volonté de chacun de télétravailler et c'est souvent une très bonne chose pour que les personnes se sentent bien au bureau comme en télétravail. Il faut trouver cet équilibre et on travaille actuellement sur un projet qui permettra ensemble de dessiner ce qu'est la vie à l'agence demain et à travers des moments sanctuarisés un petit peu ensemble et du coup à distance également. Donc on essaie de trouver notre confort collectif, on va dire. Avec l'agilité qui est certainement le mot-clé. Un mot peut-être de Samuel, du coup, comme ça je vous redonne la main juste après. Moi j'ai l'impression que je vais enfoncer des portes ouvertes, redire la même chose, mais c'est vrai que on croit beaucoup en l'humain chez Commit, dans l'Apitech, et cet équilibre-là, il est indispensable, et on le sait encore plus, la prise de conscience est encore plus forte après le Covid. Nous,
Nous, on l'a moins vécu parce qu'on avait déjà ce mode d'organisation où le télétravail était un peu libre avec des moments sanctuarisés en équipe. N'empêche que quand on l'a plus du tout, qu'on n'a plus ce contact humain, ça a créé des difficultés, ça a créé des échanges qui ont été plus compliqués. Et on sait clairement aujourd'hui que une expérience collaborateur réussie, c'est une expérience où il y a un équilibre entre le télétravail, éventuellement des tiers-lieux et chez soi. L'hybride, quoi. C'était un peu le mot-clé de Patricio. On a des chiffres qu'il faut rappeler, Stéphane, et qui seront fournis. Alors, les chiffres. D'ailleurs, les chiffres que l'on vous donne ce soir, soyez rassurés, on vous les enverra après la soirée. Vous les recevrez de manière digitale, bien évidemment. On va terminer cette séquence sur ce thème-là. Jean-Christophe Morisseau, avec vous, parce que chez Numéum, évidemment, vous vous êtes emparé de ces sujets-là. Qu'est-ce que vous avez fait comme action? Qu'est-ce que vous avez mis en place comme action pour vos adhérents? On a réagi très vite sous l'impulsion de nos adhérents. On a commencé par faire en fait des webinaires, juste pour informer et échanger des bonnes pratiques. On a fait ça, je dirais, à raison d'un tous les 6 mois. Et on a mis en place un SVP social qui existait déjà, mais en fait, on a renforcé le dispositif autour du support de nos adhérents. On a, sur la période, répondu à environ 250 thématiques autour du télétravail seulement. Donc vraiment avec cette interaction très forte sur nos adhérents qui étaient extrêmement, je dirais, en attente de support. On a également mis en place des baromètres pour comprendre comment nos adhérents et comment les entreprises du numérique abordaient ces questions de télétravail. Et donc, on a édité 2 fois, une fois tous les 6 mois, ces baromètres et on va continuer. Et puis, un sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est le client. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un nouveau paradigme avec un 3e larron qui vient, qui s'invite, qui sont nos clients, en fait. Et on a travaillé et on est en train de finaliser une étude qu'on va sortir avec le SIGREF. Le SIGREF, pour ceux qui ne le connaissent pas, est l'organisme qui regroupe les grands donneurs d'ordre sur le marché informatique, les grandes entreprises, les entreprises privées et publiques. Et on va donc publier un recueil qui donnera, je dirais, une vision de toutes les bonnes pratiques autour du télétravail. Et enfin, un travail qui a été mené, que Marc a introduit tout à l'heure, sur les accords de branche, qui a été, je dirais, commencé dès le début de cette pandémie, qui commence à arriver vers la fin, j'espère, avec des groupes de travail qui sont mis en place. On est maintenant dans une phase terminale où on discute avec les syndicats, avec un objectif qui est clair, c'est de créer un accord de branche qui n'existe pas aujourd'hui et qui va nous permettre de vraiment amener beaucoup plus de structure autour des modes d'organisation du télétravail dans cette convention collective qui se doit d'évoluer. Marc Paladon, sujet évidemment, j'imagine, intéresse celles et ceux qui nous regardent. Il y a une échéance ? Alors on est dessus, on espère, je pense, en premier trimestre de l'année prochaine, avoir quelque chose. Et c'est important parce que tout à l'heure on parlait d'un accord d'entreprise, c'est vrai qu'il y a pas mal d'entreprises qui peuvent faire leur propre accord, mais c'est important que la branche, au travers de la convention, puisse proposer une charte, un accord standard qui va permettre aux entreprises de pouvoir s'appuyer dessus et de trouver cet équilibre qu'on a dit entre le client, le collaborateur, l'employé et l'employeur, et puis également les besoins de chacun. Voilà. D'accord. Donc rendez-vous début 2022 pour voir si tout ça se met en place. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir pour partager sur ce thème-là.